Salut à tous. Est-ce que vous aussi vous vous êtes déjà demandé ce qu'était le Super Saiyan 5? Quelles sont les origines de cette transformation? Est-elle réelle ou non? Eh bien aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir l'histoire folle derrière cette simple transformation légendaire et par conséquent de décortiquer le mythe qui l'entoure. C'est donc parti pour l'histoire complètement mythique et surréaliste du Super Saiyan 5. Parmi toutes les transformations aussi farfelues que l'on pouvait imaginer en tapant par exemple SSJ 100 sur Google lorsqu'on était petit, ah là là, les bons souvenirs quand même. L'époque d'ailleurs où les AMV Dragon Ball étaient à leur apogée avec la musique Bring Me to Life de Evanescence. Bon, excusez-moi, je m'étais un peu dans la nostalgie. Enfin bref, parmi toutes les idées farfelues de transformation qu'on pouvait imaginer, pourquoi le Super Saiyan 5? C'est l'idée la moins infondée et aussi une transformation qui pendant un temps on pouvait penser réelle. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'apporter la réponse sur cette étrange histoire. L'histoire de cette transformation mythique provient en réalité de deux sources qui sont les origines du mythe du Super Saiyan 5. Première source, tenez-vous bien, un dessin. Voilà, plus précisément, l'histoire de ce dessin est quand même super intéressante et relève de l'un des premiers buzz sur internet liés à l'univers du manga. En mai 1999, pour un peu plus de contexte, 2 ans après la conclusion de la série animée Dragon Ball GT et la fin présumée de la franchise créée par Toriyama en 1984, une illustration représentant Goku transformé en Super Saiyan 5 fait surface dans les pages du magazine espagnol Obiconsolas. Oui, j'ai un très bon accent espagnol. S'inspirant de Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT, le Super Saiyan 5 poursuit la transformation primitive de Goku. Ses cheveux et son pelage deviennent d'un blanc éclatant et ses cheveux atteignent la longueur approximative du Super Saiyan 3. Sa peau devient rouge vif et sa masse musculaire et sa stature augmentent considérablement. Le site de fan Majin.com a partagé l'image en octobre 2000 en confirmant et affirmant que l'existence de Dragon Ball AF et du Super Saiyan 5 était bien réelle, mais qu'elle n'avait pas encore été annoncée en dehors du Japon. Aussi rapidement que cette rumeur a commencé à se répandre en ligne, et donc insufflant l'espoir aux fans qu'une nouvelle série Dragon Ball allait voir le jour, la vérité a donc rapidement fait surface. La prétendue illustration du Super Saiyan de niveau 5 s'est révélée être en fait une illustration non officielle réalisée par un jeune dessinateur espagnol répondant au nom de David Montiel Franco. Majin.com s'est ensuite excusé pour ses affirmations précédentes, indiquant qu'ils avaient été trompés par les rumeurs. Le temps passe, et des années plus tard, le jeune dessinateur de l'époque, qui a donc réalisé ce dessin complètement légendaire, a indiqué plusieurs informations intéressantes. Premièrement, il ne s'agirait en effet pas de Goku sur le dessin, mais d'un tout autre personnage inventé complètement pour l'occasion. Aussi, ce dessin était en réalité une sorte de base à sa future série Dragon Ball AF qu'il comptait lancer à l'époque. Et c'est aujourd'hui chose faite. Et oui, car le dessin ne comporte pas uniquement un croquis de cet étrange personnage, mais aussi l'inscription Dragon Ball AF. Avec cette dernière information, on peut constater qu'en fait, David Montiel Franco allait lancer l'un des premiers fan manga officiels qui ferait suite à Dragon Ball, pour le coup GT. Et ça, c'est quand même super intéressant et c'est historique. En parlant donc de Dragon Ball AF, voici la seconde source. À la suite de cette histoire, le site de fans Daizenshu X a ensuite systématiquement démystifié le mythe du Super Saiyan 5, notamment en invoquant le manque de promotion au Japon et par la Toei Animation et Bird Studio. Cependant, les fanarts et les bandes annonces et clips factices ont continué à alimenter les rumeurs selon lesquelles Dragon Ball AF existait vraiment pendant des années. Bien que finalement Dragon Ball AF ne soit qu'un canular de la part des fans, les rumeurs ont donné lieu à des développements intéressants pour le contenu sous licence de Dragon Ball, alors que la franchise s'est quand même progressivement revigorée des années plus tard. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu un sacré ventre mou au niveau de la franchise et... Plus de 20 ans après ce dessin légendaire, on constate aujourd'hui que ce simple dessin a par répercussion façonné ce que sera Dragon Ball dans les années 2000. Oui, cette forme semble combiner le ki de Shenron
additionnés au Super Saiyan 4. Oui, Dragon Ball AF, c'est un sacré délire quand même. Bien évidemment, c'est aussi grâce à la rage et l'entraînement que les Saiyans ont pu obtenir cette forme. Et pas dans DBS, par exemple, les picotements dans le dos, là, tout ça, ces conneries-là. Peu, Toyble, devenu Toyotaro, a façonné cette œuvre et s'est fait remarquer parce qu'il avait créé sa version à lui de Dragon Ball AF et du Super Saiyan 5. Et ce, à partir du simple dessin d'un jeune artiste espagnol. C'est tout de même fou, je trouve. Ce qui me fait dire et penser qu'à partir d'une simple étincelle, on peut raviver une flamme immense comme l'œuvre de Dragon Ball et ainsi propager son héritage à travers le temps. Le plus gros scandale de l'univers Dragon Ball ne réside pas dans une bataille épique ou une transformation spectaculaire, mais dans un événement qui a secoué les bases de la saga elle-même. La musique. Après le succès monumental de Dragon Ball Z et la fin de l'arc Majin Buu, les fans ont été abasourdis de découvrir l'existence de Dragon Ball GT. Seulement, 1 an et demi après sa diffusion, c'est déjà la fin de cette série. Dragon Ball est mort. Enfin, pas tout à fait. Avec l'arrivée de nouveaux médias et l'explosion d'anciens, voici que la musique de Dragon Ball est devenue le centre de nombreux débats. Et reste un des plus gros scandales de l'histoire de la franchise. Nous sommes début des années 2000. Dragon Ball, la série et surtout le manga, c'est fini pour de bon. On peut donc tourner une page en ce 19 novembre 1997, avec la diffusion du dernier épisode de Dragon Ball GT intitulé Au revoir Son Goku. Que faire de ce géant désormais? On continue de l'exploiter ou bien on ferme le chapitre? Je vous laisse deviner ce qui a été choisi pour Dragon Ball, changeant la destinée de cette œuvre à tout jamais. Avec la venue de ce nouveau média, il est temps de découvrir, ou redécouvrir, Dragon Ball sous un autre jour. Bien que les jeux Dragon Ball ça date pas d'hier, eh bien dans les années 2000 cela prend une toute autre dimension, sans mauvais jeu de mots, avec l'arrivée de la 3D sur console de salon. C'est Dragon Ball Budokai qui ouvre le bal le 29 novembre 2002. Le titre se démarque par son style de combat et sa fidélité au matériel de base. Petite parenthèse, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur l'histoire de cette série, le lien est ici. Enfin bref. Le maître mot de ce jeu, c'est le kiff. On apprécie entendre des thèmes qu'on connaît déjà, mais aussi des nouveaux sons que l'on découvre composés pour l'occasion par Kenji Yamamoto et le guitariste Steve Lukather. Celui qui nous intéresse est le premier, Kenji Yamamoto. C'est un compositeur japonais né le 1er juillet 1958. C'est aussi un arrangeur japonais du genre J-pop. Il a enregistré quelques chansons sous le nom de scène Kenz et a été membre du conseil d'administration de la Japanese Composer Arranger Association, admirez l'accent anglais, la JCAA. Il est donc reconnu pour avoir produit des musiques pour de nombreux animés et jeux vidéo durant les années 1980, 1990 et donc 2000. Parmi ses travaux les plus notables, il est notamment à l'origine des compositions musicales pour la majorité des jeux vidéo issus de la licence à succès Dragon Ball. Donc depuis la Super Nintendo jusqu'à l'ère PlayStation 3. Sur des titres tels que Dragon Ball Z Budokai 3 ou encore la série des Budokai Tenkaichi. Il fait alors preuve d'un certain talent au travers de nombreuses mélodies dynamiques aux influences pop et rock, collant assez fidèlement à l'esprit des titres en question. Bien qu'il ne soit pas aussi mondialement reconnu que certains autres compositeurs japonais comme Joe Hisaishi, il a travaillé sur des projets musicaux dans plusieurs domaines, donc les jeux vidéo, mais aussi les films et les séries télévisées. Kenji Yamamoto est surtout connu pour ses compositions dans le milieu des jeux vidéo et animés, où il a apporté une contribution notable à l'ambiance sonore de diverses productions. Son travail se distingue par son approche originale de la musique, souvent avec une touche émotionnelle et du coup un mélange de styles traditionnels et modernes. Après cette présentation, vous allez me dire ouais, c'est bien tout ça, toutes ces informations, mais ça nous parle pas. Eh bien comme vous, ça me disait rien. Mais en fait ce mec, il a bossé sur des grands noms associés à Dragon Ball dans le jeu vidéo. Pas juste Budokai 1, mais aussi notamment Budokai 3 et Raging Blast 2. Des gros succès. Budokai 3 par exemple, c'est légendaire. Aussi, il a été responsable de la production et de la composition de bandes sonores, notamment des thèmes, de séquences d'ouverture et de fin pour divers projets d'animé, de tokusatsu, j'espère que je l'ai bien dit, et de jeux vidéo dans les années 1980, 90 et 2000 du coup. Mais là, au début des années 2000,
Kenji Yamamoto a rejoint le groupe appelé Healthy Wings, qui se compose de 4 compositeurs qui ont travaillé pour les émissions Super Sentai au cours de la décennie. Le groupe se compose ainsi: Kusuke Yamashita, Megumi Ohashi, Hiroshi Takaki et Yamamoto lui-même. Il a donc travaillé sur les bandes sonores de divers jeux vidéo Dragon Ball et a travaillé sur la bande sonore aussi de Dragon Ball Kai, la version remaniée de Dragon Ball Z. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour Yamamoto, il a du boulot et le mec est reconnu, c'est incroyable, sauf que la vérité éclate au grand jour. Au cours de ces années 2000, Kenji Yamamoto a commis un vol. C'est simple, il a plagié plus de 67 titres. C'est colossal. C'est pas du tout des conneries d'ailleurs. Le mec a fait une carrière complète sur du vol. De Metallica, Disturbed, en passant par Pink Floyd et même Avatar le film. Le mec s'est nourri de la culture américaine pour créer ses œuvres. Pour les musiques, seulement 10, c'est pas grand chose, c'est pas cher payé, sont reconnus officiellement comme du plagiat pur. Le reste est très clairement du vol, mais n'a pas été l'objet d'accusation au tribunal. Néanmoins, dans l'opinion publique, c'est tout autre chose. En témoignent les nombreuses playlists que vous pouvez retrouver sur YouTube, et les quelques forums qui relatent les plus grandes dingueries qu'il a volées. Je vous mets ici un petit extrait afin que vous puissiez entendre directement. Pour les plus curieux, je vous ai mis un lien d'une playlist de 135 titres, vous permettant d'écouter plus longuement et comprendre l'ampleur du scandale Yamamoto. De ses travaux sur la série des Budokai, Raging Blast ou encore Burst Limit, les fans ont été outrés. Le truc, c'est qu'on s'arrête pas à quelques jeux sur lesquels il a travaillé. Rappelez-vous, Yamamoto, il a bossé aussi sur Dragon Ball Kai. Et devinez quoi? Il a fait la même en pire. Le mec, c'est pas du tout gêné. Sauf que là, on rigole pas, on parle de Dragon Ball Kai, le remaster de Dragon Ball Z, l'hommage au travail de Toriyama. Ça prend pas la même ampleur qu'un jeu créé à partir de l'univers Dragon Ball. Là, carrément, on parle de Dragon Ball, le matériau le plus pur possible. Le fait d'avoir créé des musiques si similaires à d'autres enlève toute la pureté et la singularité de l'œuvre en question. Et là, on parle de Dragon Ball. Des millions de spectateurs, je vous rappelle, des lecteurs à travers le monde. On peut pas commettre une telle erreur. Je pense qu'on se demande tous à quel moment c'est passé sous silence tout ça. Mais en fait, pour vous expliquer, à l'époque le souci c'était que le Japon s'était plutôt fermé au monde, ce qui engendre deux soucis. De 1, les gens n'ont pas connaissance de ce qui se fait dans le monde, donc en Amérique par exemple, et Yamamoto a donc agi dans cette zone floue globale. Et 2, c'était un pays qui crée ses œuvres pour ses habitants. Sauf que victime de son succès, ça s'est exporté à travers le monde, et ça a fait connaître à 2 millions de gens pour le meilleur et pour le pire. Avec le succès de ses œuvres, cela a donc popularisé et octroyé une certaine notoriété. Vous voyez où je veux en venir du coup, Yamamoto s'est fait aspirer par la popularité de l'œuvre, et ceci a fait éclater la vérité, tout simplement. Vous savez quoi, vous voulez être encore choqué? Les studios ils savaient déjà. Et oui, c'était un secret de polichinelle, mais beaucoup de gens qui travaillaient dans les studios le savaient à l'époque. Le truc c'est que ça ne s'est pas ébruité afin de ne pas porter atteinte à l'image du studio. Sauf que Yamamoto il a abusé les gars. Il a repris des groupes connus, mais pas hyper populaires dans le monde entier non plus, et parfois il a quand même un petit peu eu des excès de confiance. Genre, il s'est inspiré un peu trop du plus grand succès au box-office mondial de tous les temps cinématographiques. Genre, un petit film, tu vois, Avatar. Le 11 mars 2011, du coup, logiquement, vous comprenez que la Toei l'a viré. Elle l'a viré bien avant que le problème devienne mondialement connu, afin un petit peu de se préserver de tout souci et donc de sauver son image par la même occasion.
Une des plus grandes répercussions, c'est que, assez logiquement, tous ces travaux ont été retirés de Dragon Ball Z Kai à partir de l'épisode 96. Le studio d'animation a décidé de remplacer les musiques de Dragon Ball Kai par les compositions de Shunsuke Kikuchi pour Dragon Ball Z. Ce qui est un boulot phénoménal, afin de corriger les erreurs commises. Aussi, un truc de fou, rappelez-vous que Yamamoto il a bossé sur des jeux DBZ. Et c'est même comme ça qu'il s'est fait connaître et donc par la suite il a gravi les échelons jusqu'à DB Kai. Enfin bref. Certaines versions du jeu Raging Blast 2, par exemple, ont eu certaines musiques remplacées par celles de Budokai Tenkaichi 2. En fait, en y pensant, ça devait être stylé mine de rien comme version. Aussi, la HD Collection des Budokai subit donc le changement avec de nouvelles musiques. Ayant joué à l'ancienne version sur PS2, et donc à la nouvelle après sur PS3 avec le remaster, j'avoue ne pas avoir remarqué les différences. Dites-le moi en commentaire si vous aviez déjà remarqué. Là pour moi le truc le plus dingue, c'est Dragon Ball Kai du coup. La série est stoppée pendant 3 ans suite au scandale de Yamamoto. Je voudrais un peu mesurer mes propos en vous soulignant qu'il y avait aussi quelques autres petits problèmes par-ci par-là et que la série Dragon Ball Kai n'était pas forcément grandement appréciée. Voilà, donc on va dire que suite au scandale, ils ont stoppé, mais aussi pour une refonte et même revenir plus fort. Ils ont arrêté la série un temps, afin de s'améliorer je pense aussi. En tout cas, imaginez le manque à gagner phénoménal. La Toei a dû s'en mordre les doigts. Je trouve la situation juste un peu inédite dans le monde entier du manga et de l'animation. Pour en revenir au principal concerné, en plus de son licenciement, Yamamoto a été complètement banni du monde de la composition et de la musique. Rien que ça. En fait, c'est surtout qu'au Japon, c'est extrêmement mal vu ce qu'a fait Yamamoto du point de vue culturel du pays. À part ça, on n'a plus aucune nouvelle des Yamamoto aujourd'hui. A savoir aussi qu'il n'y a eu aucune poursuite judiciaire et tout s'est réglé de manière simple, dès le licenciement de Yamamoto en fait. Pour tout vous dire, personnellement j'adore le rock et souvent j'écoutais beaucoup les musiques par exemple de Budokai 3, qui ont ce rythme endiablé. J'adorais et pourtant c'était de simples musiques de jeu. Auparavant je pouvais penser que c'était tout simplement de la nostalgie, mais en vérité j'aimais parce que ça ressemblait aussi à des musiques de rock que j'aimais et connaissais déjà, même si dans le fond il y a une part de nostalgie. Même si ce qu'a pu faire Yamamoto est mauvais, bien pour autant ces musiques restent légendaires et iconiques, et associées à des jeux qui ont marqué la licence Dragon Ball dans le jeu vidéo. De même qu'il a tout simplement marqué la licence Dragon Ball. Ok, c'est pas un bon compositeur, mais au moins il a su remixer, et ce avec style. Il avait un peu de goût quand même ce Yamamoto. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de retrouver ce format où je vous raconte une histoire sur l'univers Dragon Ball. Après l'avoir déjà fait avec l'histoire du Super Saiyan 5 notamment. Vraiment, j'adore ce format. De même que c'est hyper plaisant à monter. J'attends vos retours en commentaire sur cette histoire. J'attends aussi votre soutien et vos retours sur la vidéo, afin de voir si ça vous a plu. Et n'hésitez donc pas à soutenir la chaîne avec un abonnement, un like ou un partage, comme vous le voudrez. Je vous laisse le choix. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis!